Allô? Allô? Allô, Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. pour décrocher les livres de vos bibliothèques. Salam Alors, alaikum. allô, c'est un... Wa alaykoum salam. Excusez-moi pour le léger retard. Donc, Allô, c'est un podcast littéraire présenté par Anna et Kerima, deux auteurs qui ont à cœur de vous faire connaître des auteurs peu connus et de vous reconnecter à l'amour de la lecture. À Livre ouvert, c'est une émission aussi qui fait partie d'Univers Muslim Media. Donc, c'est la première plateforme de médias musulmans en France. Et vous pouvez découvrir Univers Muslim Media sur YouTube et surtout sur Instagram. Exactement. Alors, comment vas-tu depuis un mois? Très bien, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et toi? Ça va très très bien. Moi, je suis très contente de te retrouver, de vous retrouver. Donc aujourd'hui, Exact. on va faire un petit C'est rappel. toujours un plaisir, c'est ce qu'on se dit avec Kerima, c'est toujours un plaisir, notre petit rendez-vous mensuel avec les personnes qui nous écoutent. Voilà, on se fait plaisir et puis on espère aussi que vous passez un bon moment avec C'est nous. ça, c'est du plaisir partagé. Alhamdoulilah. Donc, comme je disais, pour le rappel de d'aujourd'hui, je voulais parler d'un livre que j'avais lu au lycée qui s'appelle Mhm, Les Essais de Montaigne. Certainement, vous connaissez, surtout s'il y a des lycéens qui nous écoutent. mhm. Je suis en train de relire actuellement. Et en fait, j'ai pris Les Essais de Montaigne pour illustrer un truc très, très important en lecture. Et aussi, pas qu'en lecture, aussi de façon générale, lorsqu'on est, comment dire, lorsqu'on est un entrepreneur ou en fait, qu'on essaye de se faire un petit peu connaître, il y a quelque chose de très important qui s'appelle la captatio benevolentiae. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, enfin, ça vient du jargon théâtral. Et en fait, la captatio benevolentiae, c'est la façon de capter en fait le lecteur. Donc, que ce soit le lecteur pour les livres ou par exemple au théâtre, ça s'utilise beaucoup, donc le spectateur. Bref, c'est une façon en fait de capter l'attention des personnes. Là, par exemple, on est en train de faire une captation benevolentiae parce qu'on essaye par notre introduction, je sais pas si c'est réussi, mais de capter les auditeurs. Ils vont nous le dire dans les messages si Ouais, je connais pas du tout le concept parce qu'en fait si vous voulez l'émission on prépare une partie chacune de notre côté et j'ai pas lu donc c'est une vraie découverte. Tu vas me faire découvrir de nouvelles choses aujourd'hui, je le sens. oui, c'est ça. Donc en fait, ouais, donc la captatio benevolentiae, c'est une façon du coup d'attirer un auditoire. C'est une technique oratoire qui est souvent utilisée dans le théâtre, mais aussi dans les œuvres littéraires. Et bref, et Montaigne, dans ses essais, il fait une belle captatio benevolentiae, donc c'est-à-dire une belle introduction en fait. Et je vais vous la lire, elle va très vite à lire, mais c'est parce qu'en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que ensuite, l'autrice qui va venir, elle va se reconnaître dans ce que je dis, Inch'Allah. Donc en fait, Montaigne, il dit dans son introduction au lecteur, il dit voici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès le début que je ne m'y suis fixé aucun autre but que personnel et privé. Je ne m'y suis pas soucié ni de te rendre service, ni de ma propre gloire. Mes forces ne sont pas à la hauteur d'un tel dessein, d'un tel objectif. Je veux au contraire que l'on m'y voie dans toute ma simplicité, dans mon naturel et dans mon comportement ordinaire. Et il finit en disant ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Il n'est donc pas raisonnable d'occuper tes loisirs à un sujet si frivole et si vain. Et il dit en fait adieu, adieu donc, adieu lecteur. Et pourquoi j'ai parlé de cette captation benevolentiae, je dois le dire, de Montaigne, c'est parce qu'en fait ici, Montaigne, qu'est-ce qu'il fait? Il se dédouane devant le lecteur. En mode, il dit en fait ma vie, elle est pas trop intéressante. En fait, là, j'écris un livre, mais c'est pas super intéressant. Donc, moi, si j'étais toi, le lecteur, je fermerais le livre. C'est bien Mhm. évidemment ironique. Ça me fait plaisir les petits Mhm. commentaires que je vois. Mais je vais vous montrer. C'est bien évidemment ironique, en fait, mais c'est une façon de faire pour justement capter le lecteur. En disant mon livre, il n'est pas intéressant, tu devrais le fermer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout l'inverse. La personne, elle va se dire, Mhm. oh ben, quand même, je vais lire, je vais essayer de voir ce qu'il dit. Et en fait, Malika qui est en train de nous écouter, donc l'autrice qui va passer dans quelques instants, elle a fait elle aussi une captation bénévolentielle qui a joué sur un autre sentiment. Là, c'est un peu sur la pitié. Elle a joué sur un autre sentiment. Mais voilà, je trouvais ça important pour les personnes qui se lancent de pas négliger en fait ce qu'on appelle l'introduction, c'est-à-dire les premiers instants de votre livre ou de votre œuvre, quelle qu'elle soit, ce sont ceux qui vont en fait attirer ou non le lecteur en fait, ou l'auteur, le Mhm. spectateur. Donc voilà, c'était
C'était pour insister sur ça. Ne négligez pas, si vous êtes dans le processus de création, ne négligez pas les premiers instants de votre œuvre. Ce sont les plus importants, en fait. Voilà. Donc, je te laisse la Bah, parole, très Anna. intéressant. Je découvre, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui est repris aujourd'hui finalement dans le marketing. Ah oui, Ce qu'on appelle le teasing, par exemple, ou les premières secondes justement d'un film. C'est donc finalement, ça remonte à peut-être même avant Montaigne. Je sais pas oui, c'est quand, vrai. mais c'est un outil très vieux. On n'a rien inventé finalement. C'est ça, Mm. exactement. Donc, on t'écoute maintenant pour le reste. Le fait scientifique. Alors, le mois dernier, on a vu ensemble que la lecture permettait de diminuer le stress et d'augmenter les connaissances. Mm. Ça, c'était le mois dernier. Et je vous avais proposé de faire une petite action. Donc, rien d'imposé, mais juste faire un petit pas pour essayer de vous connecter ou reconnecter à la lecture. Et donc, la question, c'est une question personnelle et vous répondez rien que pour vous. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait, moi, depuis le mois dernier pour aller un peu plus vers la lecture? Voilà. C'était juste pour que vous posiez la question. Donc aujourd'hui, on va voir que la lecture, outre tous ses bienfaits, il y en a un autre, c'est de favoriser l'empathie. Donc il y a eu plusieurs études psychologiques prouvant que la lecture de fiction permettait d'acquérir plus d'empathie. Mm. Donc il y a une étude publiée dans la revue PLOS ONE, que je connais pas du tout, en 2013, a montré que des personnes qui ont été émotionnellement impactées et émotionnellement transportées dans une fiction se sentaient plus empathiques. Et en fait, il y a une émission, non, pas du tout, une étude où en fait ils ont fait lire une fiction de Arthur Conan Doyle et ensuite ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté, je crois, une trentaine de d'œils, des photos d'œil, seulement l'œil et Ouais. avec des émotions différentes. Et en fait, ils avaient 4 étiquettes à placer sur les yeux, donc 4 étiquettes, je suppose, d'émotions. Et ceux qui étaient transportés dans les fictions, et ben en fait, ils étaient capables de beaucoup plus ressentir ce que la personne qui dont l'œil, enfin, j'avais pas arrivé à Et me t'as faire ma compris. phrase. Oui, Ouais. en fait, l'œil tout seul, voilà. Ils arrivaient à savoir ce que l'œil éprouvait, sachant D'accord, qu'il y a une personne derrière l'œil. les personnes qui Ouais. avaient lu, elles arrivaient mieux à, d'accord, à Oui, deviner. Subhanallah. Ok. oui, oui. Et dans une autre étude, en juillet 2016, publiée en juillet 2016, donc les mêmes conclusions. Mhm. Bon, j'ai dû mélanger un petit peu, excusez-moi. Non, c'est en 2013. Dans cette étude, ils ont montré que le fait d'être transporté par les personnages d'une fiction, de ressentir les émotions de ces personnages, d'imaginer être à la place de ce personnage, permettait en fait aux personnes de mieux lire dans l'esprit des autres. Donc, si vous avez envie d'être un petit peu mentaliste Ok. ou émotionnellement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc développer votre intelligence émotionnelle. Ben, finalement, la lecture de fiction, c'est un bon outil. Ok. Voilà, voilà pour l'empathie. Subhanallah, c'est fou tout ce que la lecture, ça crée et ça dégage. C'est fou, on dirait pas. Sachant Allah. qu'avant, après, on pourrait nous dire, oui, mais avant, par exemple, beaucoup d'analphabètes, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas vraiment de culture écrite. Mais en même temps, la culture étant orale, on avait aussi le principe de la fiction, toujours avec les histoires racontées au coin du feu ou dans la cuisine, ou voilà. Mhm. Et donc, c'est vraiment le principe de l'histoire. Et comme aujourd'hui, bon, peut-être ça peut fonctionner du coup aussi avec les films, mais moi, comme voilà, je vais pas inventer d'études scientifiques. Certainement que ça marche avec les films, et là, on parle vraiment de la lecture. Mm. Mhm. Ok. Je... Wa alaykoum salam à tout le monde, toutes les personnes qui disent salam dans les commentaires, parce que moi, j'aime pas qu'on me Ok. réponde pas à mon salam, du coup, je le dis quand même. Bon, Voilà. alors je passe le salam et le bonjour à tout le monde, sachant que je ne lis rien des commentaires, je les vois pas, Ah, ok. voilà. Donc non, pas du tout. C'est juste pour faire la petite parenthèse. Et du coup, maintenant, on va passer à une anecdote. Bon, c'est une petite blague que j'ai trouvée. Bon, c'est un peu... c'est pour détendre l'atmosphère. Ça vient pas de moi. Donc, L'atmosphère n'est pas tendue. non, ça va, mais c'est pour redétendre encore plus. Tu vois, pour Encore plus, attirer ok. les personnes, voilà.
Du Ok. coup, je vais te poser la question à toi, Anna, c'est une petite devinette. Donc, qu'est-ce qu'un Oui. littéraire ne supporte pas quand il se couche? Qu'est-ce qu'un littéraire, donc une personne littéraire, ne supporte pas Mhm. quand elle va se coucher? Bah, de ne pas lire. Non, c'est pas Mais ça. bon, ça doit pas être ça parce que c'est pas rigolo comme réponse, je sais pas. Ouais, dans les commentaires, juste, on va laisser quelques petites secondes pour savoir si les Ok. personnes ont trouvé. Qu'est-ce qu'un littéraire ne supporte pas quand il va se coucher? C'est un jeu de mots, hein, réfléchissez, allez vers le jeu de mots. Anna qui fait genre de réfléchir. Alors qu'en fait, t'as aucune Vas-y. idée, tu fais genre de réfléchir. Bah oui, bah tu m'as posé une question donc je réfléchis, mais je sais pas. Je sais Ils ont pas. dit, Mais, réponse. dans les commentaires un lien avec la couverture. Non, c'est pas ça. Bon. Un littéraire ne supporte pas quand il va se coucher que l'on fasse des Proust au lit. Je me sens très seule à arguer dans mon appartement. Des Proust pour Ah mais l'écrivain t'es Proust. sérieuse? Voilà. Bon, on va passer à l'interview, hein, parce que je le dis. Non, non, c'est pas un bide. D'accord. Donc oui, c'est Anna, le tu jeu te de mots. rappelles la blague que tu avais fait au début du podcast, la blague que tu avais fait, hein? Non, la rappelle pas, s'il te plaît. Non, on l'enterre celle-là. Bon, celle-là, elle fera pas long feu non plus. Ouais, Ok, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il y a juste un S qui est déplacé, quoi. c'est ça, Ok. des Proust. Bon, voilà, bon, écoute. On fait comme on peut, hein, ça va. On fait comme on peut. On fait de notre mieux. C'est ça, on On fait va notre peut-être mieux. faire remonter l'auteur, l'invité. Ouais, c'est ça, je propose. On va faire du coup monter Malika, donc l'autrice. Alors, Mhm. bismillah. Hop, c'est bon. J'ai invité. Bon, elle fait rire quand même après un petit peu. Elle fait sourire. Ça va, écho. Salam alaikum. Salam Salam alaikum, vous alaikum. allez bien? Très bien, Alaikum salam, Alhamdulillah. ça va? Ça va? J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur les essais de montagne, Karima. Ah, tu t'es reconnue. Oui, complètement. Ça m'a un peu ému. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait de ton explication sur la lecture de fiction. Et ben du coup, je comprends mieux pourquoi j'ai pu développer cette empathie et le fait de lire, c'est presque sur le visage des gens. Les gens me disaient ouais que j'avais été parfois une sorcière, mais en fait, je comprends mieux. C'est le fait de passer sa vie dans les bouquins. En fait, après, tu retranscris dans la vie réelle. Mm. Eh ben, Tu vois? Oui. c'est donc un bon moment ce petit rappel alors. En tout cas, bienvenue Ouais, c'était à nous. chouette. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Avec grand Avec plaisir. plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir de découvrir ton livre. Et donc, on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter donc ton ouvrage qui s'appelle Fini les dettes. Que j'ai ici. Ouais, et que j'ai ici aussi. Voilà, alors moi, je m'appelle Malika Dervish-Virin. Je suis auteure depuis 2017, auteure publiée. J'ai écrit plusieurs ouvrages. J'ai commencé par écrire une romance qui me trottait en tête depuis 2 ans. Avant ça, j'étais créatrice de mode. Et j'ai fermé ma boutique parce que j'avais pas assez confiance en moi et je voulais pas finir cette année-là qui avait été une année très difficile pour moi, l'année 2016. Je voulais pas finir sur une note très négative. Faut savoir qu'avant ça, j'avais vécu un divorce très douloureux et qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est fini la tristesse. Dès que quelque chose va mal, je compense par un bienfait, quelque chose qui me met en joie. Donc, quand j'ai fermé mon entreprise, je suis partie voir la première coach de vie de toute ma vie. J'ai pleuré 1 heure dans son bureau, 1 heure dans la voiture, et après, je suis restée 1 heure en mode silence, tu vois. Et je dis, bon, je vais pas rester, tu sais, c'était la fin d'année approchée. Normalement, je suis pas sensible, tu vois. Pour moi, un jour, c'est un jour, point, tu vois. C'est juste une occasion de plus d'être sur Terre et de glorifier Dieu et de faire ces trucs, tu vois. Mais là, c'était une année assez perturbante et je me suis dit quelle est la seule chose qui me met systématiquement en joie. Tu vois, la chose, même quand je suis fatiguée, quand je vais pas bien, je me suis rendu compte que je me suis souvenu plutôt, que c'est l'écriture. Donc, j'ai décidé de m'asseoir et j'ai écrit un livre en 7 jours, 6 jours précisément. Je corrigeais dans la journée. Et le 7e jour, je l'ai envoyé aux maisons d'édition en me disant, Bismillah, si c'est écrit que je vais devenir auteur, voilà, ce sera fait. Inch'Allah. Et j'ai ciblé les maisons d'édition, tu vois, parce que je savais que c'était un livre léger, une romance. C'était mon premier livre. Je savais à quoi m'attendre, puisque c'est un rêve d'être auteur depuis toujours.
Et donc, quelques mois plus tard, ce livre-là, Les Foudres du passé, est paru aux éditions Baudelaire. Et merci beaucoup. C'est une très jolie histoire. J'ai beaucoup aimé l'écrire. Oui, je connaissais pas du tout. Et ça a été le début, en fait, de ce que j'appelle ma libération. Tu vois, pour moi, la liberté, c'est une quête absolue depuis toujours. Depuis que j'ai compris qu'on est en fait conditionné pour vivre dans une sorte de carcan, je me suis dit que j'étais pas d'accord avec ce concept, et donc je cherche la liberté absolue depuis toujours. Tu vois, dans tout. Tu vois, dans le travail, dans le lieu d'habitation, dans le mouvement, dans la façon de parler, la façon de se tenir. Pour moi, c'est très important d'être un être libre, parce que c'est comme ça qu'on est, en fait. On est du verbe naître, on est être, tu vois, on est profondément libre. Et en obéissant à un diktat quel qu'il soit, en fait, on se tue un petit peu, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, parce que très tôt, j'étais bouleversée par la vie, et j'ai compris que si, je sais pas si je peux le dire, en fait, la mère de ma meilleure amie a été assassinée par son mari, je parle au père de ma meilleure amie, et je pense que c'est là que ça a été la première réflexion de, bon, si elle avait bougé, tu vois, si elle avait pris sa liberté, si elle n'était pas analphabète, si elle avait de l'argent, si elle avait de la famille, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de si, et que la seule chose qui lui manquait, en fait, c'était sa liberté, tu vois. Et du coup, ça m'a ému d'en parler. En fait, ça devait pas sortir de ma bouche. Je me suis dit, je vivais comme ça, je lis les questions, j'y vais en freestyle, et ben. Non, mais c'est bref. Le plus spontané qui est le mieux en général. Donc, t'inquiète. C'est ça. Et de toute façon, je sais pas faire autrement. Voilà. Et donc, en fait, il y a cette soif de liberté constante. Et en fait, en écrivant ce livre, en étant publié, je me suis enfin offert la permission d'être profondément moi. Parce qu'en fait, on est quelqu'un, et la vie te bouleverse, te change, et il y a des moments de vie où tu dois redevenir toi, sinon tu sais que tu vas mourir intérieurement, tu vois. Exactement. Et ce livre, il a été difficile à écrire parce qu'il y a de la sensualité, de ce genre de choses. Et moi, je m'appelle Malika, tu auras bien compris que ça n'avait pas partie des conversations que j'ai pu avoir avec mes parents. Et en fait, ça a commencé, c'était la première liberté. Très clairement, ce livre, ça aurait pu être dans la collection Harlequin. C'est vraiment de ça dont il s'agit. J'avais besoin de poser ça. Moi, j'en suis fière parce que c'est quelque chose que j'arrivais même pas à écrire moi-même, tu vois, parce que c'était de la fausse pudeur. En fait, il y a des choses dont je ne parlais pas. Et ça s'est ressenti dans mon mariage, ça s'est ressenti dans mes relations humaines, en fait. Même amicales, tu vois, je mettais des filtres partout, tout le temps. Tu vois, j'avais cadenassé ma vie pour pas trop m'attacher, pour pas être en faute, tu vois. Comme ça, si je perds quelque chose ou quelqu'un, tu vois, pouvais me dédouaner, pas trop souffrir. Et ce premier livre-là, ça a vraiment été le premier pas vers celle que je suis aujourd'hui. Je me rends vraiment compte qu'il y a un vrai changement. Je croyais pas à la phrase on change de vie, t'as une nouvelle vie. Je croyais pas du tout. Sincèrement, jusqu'à ce que je devienne auteur. Jusqu'à ce que je me vois dans la position de je raconte mon histoire, je parle avec des gens, je parle de littérature, tu vois, jusqu'à ce que je sois moi celle que je devais être, parce que quand j'étais petite, je sentais que je serais auteur et chef d'entreprise, je le savais. C'est bien normal, mais je savais pas comment est-ce que ça allait se passer. Là, on n'est pas devin. Parfois, tu sens le truc dans tes tripes, mais tant que tu l'as pas vécu, ça te, tu vois. En fait, ça bouillonnait et il fallait que ça allait sortir à un moment donné. Ok, d'accord. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est pour ton premier livre, c'est ça. Ok. C'est ça. Ensuite, on a déménagé parce qu'on vivait en banlieue, il y a eu beaucoup de drogue d'un coup, tu vois, c'est qu'un d'un coup. Et moi, j'ai vécu dans un endroit qui est devenu une plaque tournante de la drogue en France. Donc, à 20 ans, je suis partie vivre à Marseille. C'est pas la ville la plus safe du monde, mais moi, je connaissais personne, j'étais tranquille. Et donc, quand j'ai vu ça sous mes fenêtres avec mes enfants, on a pris les petits, on est parti. On a pris les petits, les plans de précaution, et hop, on est parti là où je vis aujourd'hui. Et quelques mois après, il y a eu le confinement. Et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Entre-temps, j'avais écrit Fini les dettes, mais Fini les dettes, je vais vous présenter après. Et c'est pendant l'année 2020 où j'étais la plus productive, tu vois, en termes d'écriture. Et ça a été le deuxième gros pas vers ma liberté. Donc, je me suis dit, j'arrête de me filtrer parce que ma plus grande crainte, c'est la crainte de beaucoup d'auteurs, c'est et si ma famille me lit? Et quand mon petit frère m'a dit que mon père avait lu mon premier livre, je me suis dit, bah ça y est, tu vois, il sait. Maintenant, il sait. Ben oui, mon frère m'a dit, il l'a lu, mais il m'a fait aucun commentaire. Tu vois, il l'a lu, il l'a reposé, il n'a jamais reparlé. Tu vois. Et moi, moi, je suis berbère et je sais que dans la culture kabyle, c'est pas quelque chose qui peut choquer, tu vois. Mais ça veut dire que mon père me voyait différemment. Tu vois.
dans la culture berbère, moi, je suis kabyle, et en réalité, on parle beaucoup des choses de la vie, tu vois, ça peut être de la sexualité, ça peut être de l'amour, des formes de perversion, tout ça. En fait, on en parle beaucoup. On a un lien particulier avec la terre, le ciel, tout ça, le monde du visible et de l'invisible. Mais arrivé en France, on se cloître dans des faux semblants pour pas qu'on parle de nous. Tu vois, pour pas qu'on parle de nous, surtout. Comme ça, on tait tout, en fait. Comme ça va pas jusqu'au bled. Parce que ce serait la honte de la honte de la honte, le summum, tu vois. Oui, et donc là, je sais que maintenant, mon père allume le premier livre, il me dit, bon, c'est le confinement, c'est la mierda internationale, je vais me permettre. Ouais. Et, T'as profité de la et j'ai écrit un deuxième livre avec mon fils qui s'appelle Monsieur Canard, c'est un livre jeunesse. Lui, mon fils m'a toujours vu écrire, donc pour lui, c'est normal d'écrire des histoires et de recevoir des livres, tu vois. Et après avoir écrit ce petit livre trop mignon, j'ai écrit coup sur coup 2 livres. Je pensais savoir écrire des nouvelles, mais je sais pas écrire des nouvelles. Moi, j'écris que des romans. Ça, c'est une romance qui s'appelle L'homme du désert, qui parle de mariage forcé. Et ça, c'est 10 ans trop tard, qui parle d'une fille qui va vivre le deuil de son père et qui va faire le deuil aussi d'une relation passée. Et ces 2 livres-là, je les ai écrits chacun en 1 semaine. C'était un challenge, en fait, on m'était donné d'écrire vite pour lâcher, en fait. C'est pour lâcher mes propres chaînes, parce que j'ai réalisé à quel point la façade, t'as l'impression que je suis une personne très, très libre, très ouverte d'esprit, c'est quelqu'un, parce que je suis volubile, parce que je présente bien, etc. En fait, je sais pas, j'ai les bons codes, on va dire. Mais tu vois, intérieurement, j'avais une énorme pression que je refusais de lâcher parce que j'ai été habituée. Et quand il y a eu le confinement, je pense qu'on a tous été mis dos au mur. Et je me suis dit, OK, je fais quoi maintenant pour m'aider moi et aider les autres, tu vois. Et je me suis dit, déjà, je vais me libérer de tout ce qui me pèse, de cette croyance qui ferait que parce que j'écris des choses sur l'amour ou j'écris des choses, j'écris ce que je veux, en fait, on va me juger, on va pas m'aimer. Et puis, il y a aussi la peur du succès. Moi, l'histoire que je me raconte et je travaille dessus, c'est si on me connaît, je suis successful, en gros, on va me vouloir du mal, tu vois. Et ça, c'est clairement lié à des traumatismes passés. Du coup, tu sais, j'ai forgé mes phrases et je travaille dessus parce que la priorité pour moi, c'est vraiment d'être libre, y compris dans mes entrailles, dans ce que je ressens. Et maintenant, je vais vous parler du livre Fini les lettres que j'ai écrit en 2019. C'était 2 ans d'écriture. Je crois que c'était les années... C'est le livre que j'ai mis le plus de temps à écrire. En fait, il m'a fallu 2 ans pour rembourser toutes mes dettes, donc j'avais pris des tonnes de notes. Et il a fallu 2 ans pour l'écrire, pour me replonger dedans, c'est-à-dire aussi revivre émotionnellement ce que j'avais vécu et le retranscrire et l'écrire comme si je parlais à quelqu'un. Pour moi, c'était important. Je me suis dit, bon, là, je parle à une amie, une sœur qui est en galère, qui vit ce que j'ai vécu, parce que c'était le but, en fait. Tu vois, c'était quand j'ai découvert que j'avais plus de 12 000 euros de dette, je me suis effondrée. Tu vois, tout ce que j'avais, tout le moment de tenir bon, tu vois, avec ma fille, je me suis dit, mais je vais faire comment? Et je voyais, c'est-à-dire que, tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, dans quelques temps, moi, je voyais pas l'avenir. Je voyais genre le noir. Je dis, c'est compliqué, là, si je vois le noir et que je suis mon cœur bas, c'est que je suis en vie, il va falloir trouver des solutions. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'à travers le monde, y compris en France, les femmes sont financièrement moins instruites que les hommes. Et à chaque fois que je parlais d'argent avec les femmes, elles donnaient toutes le même discours. Tu sais, l'argent, c'est comme ça, on n'a pas le choix, il y a des dépenses, comme si c'était mal d'avoir de l'argent, ou comme s'il fallait être pauvre, tu vois. Et je me disais, donc on va toutes finir pauvres. Si je meurs demain, c'est la fausse commune, tu vois, même pas de quoi te faire enterrer dignement. Tu vois, pour moi, c'était... tu vois, pour moi, je disais, mais tu vois, c'était gravissime et ça m'a mise profondément en colère. Je me suis dit, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de solution. Et genre, il n'y aura jamais de solution. À ce moment-là, quand j'ai découvert que j'étais endettée, c'était en 2011, j'ai dépensé fin 2010. Et il n'y avait pas tout ça sur Internet, tu vois. Et les peu d'articles que je trouvais, c'était écrit par des hommes, clairement pour des hommes riches et qui voulaient devenir encore plus riches, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de cohérence. Je me disais, mais moi, dans ma réalité, dans la réalité des femmes que je connais, genre, on est pauvre, parfois très, très pauvre, et en plus, on s'appauvrit, tu vois, pour maintenir un mariage. En plus, on avait tous les mêmes, comme ça, on avait les mêmes codes de vie. Je me disais, mais on a tous le même délire. On tient notre mariage avec l'argent. On croit qu'on va tenir nos enfants avec l'argent. Des enfants vont en prison à cause de l'argent parce qu'ils comprennent que leur mère est en galère d'argent et que le papa n'assure pas. Et en fait, ça m'a fait vriller. Vraiment, littéralement. Donc, je me suis effondrée en larmes parce que ça faisait beaucoup, tu vois. Ça faisait vraiment le divorce qui se passe mal, se retrouver seule avec sa petite, plus de 12 000 euros de dette. Et je me dis, mais moi, je trouve pas de solution. Et toutes les femmes autour de moi n'en ont pas, en fait. Donc, je me suis dit, je vais m'en sortir. Je me suis fait la promesse, je vais m'en sortir.
Et quand j'y serai arrivée, je vais prendre des tonnes de notes. Et quand j'y serai arrivée, je vais écrire un livre dans lequel j'explique pas à pas comment faire pour toutes les femmes qui sont dans la même galère que moi. Je refuse, en fait, que ce soit normal, tu vois. Oui. En fait, c'est bien Je parce pense que, si je peux me permettre, en fait, c'est bien parce que c'est parti de, dans tout ce que tu nous racontes dans ton parcours, tu pars à chaque fois d'une problématique que tu traverses et tu en fais quelque chose. oui. Je trouve que c'est bien parce que Ouais, c'est ça. les problèmes, tu en fais quelque chose, en fait. Tu les laisses pas au stade de, c'est bien, le problème. C'est ça. Mais c'est ce que ma mère, je crois que c'est ma mère qui m'a inculqué ça. Je me demande d'où ça me vient. Mhm. Moi, je sais pas, je vois même comme mes parents, donc, quand tu tombes, tu te relèves et après tu montres aux autres comment faire. Tu vois? Ouais. C'est comme ça. Par exemple, mes parents sont en France, comme la plupart des parents du bled, tu vois, et ils gardent une partie de leur revenu qu'ils emmènent au bled. D'une manière ou d'une autre, tu vois, ça va là-bas. Et Mhm. donc, moi, je suis née avec cette richesse-là d'amour, tu vois, et je me suis dit, bon, là, je galère. J'aurais pu peut-être faire autrement, mais quand tu es ce type de personne-là, tu sais pas faire autrement. Tu t'en sors et tu te motives les jours où ça va pas en disant, ouais, mais il y en a d'autres qui galèrent, qui n'ont même pas l'idée de s'en sortir, tu dois écrire ce Ouais, bouquin. tu vas être là Et pour. parfois, tu fais là, tu sens les choses, tu dis que c'est la meilleure chose, tu dis même c'est la seule chose à faire. En vrai, c'est ça, je me dis, je ne peux pas faire autre chose, c'est la seule chose à faire. Je sais écrire, j'aime bien écrire, je sais écrire facilement, Bien. et en plus, je fais de la compta. Autant Donc, profiter, en fait. j'appliquais. Tu vois, j'avais toutes les clés en main pour m'en sortir, donc autant aider. Ouais, c'est ça. Inch'Allah. Et du C'est une coup, si très on... très belle démarche. Mm. Merci. Mais du coup, ce goût de... Oula, j'ai un petit problème. Ce goût de l'écriture et de la lecture, ça t'est venu comment, en fait? Est-ce que ça t'est venu directement quand tu as eu ton Non, problème de non, non. tes soucis ou c'était depuis toute petite? Non, moi, je savais ni lire ni écrire pendant des années. J'étais une enfant silencieuse. Ah ouais, Je pense d'accord. que je faisais flipper je faisais flipper les profs parce que ma mère, elle venait souvent à l'école. Tu vois, genre, je m'asseyais, je me taisais, je regardais la fenêtre. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, il y avait écrit enfant très calme, trop calme, dans la lune, ne participe pas, ne répond pas aux questions. Et donc, je suis partie dans une psy, je suis née avec un handicap moteur. Donc, tu vois, je pense qu'ils ont vraiment eu peur, tu vois. Et en D'accord. fait, je suis partie voir une psy. Donc, tous les mardis, j'allais voir la psy, tu vois. Et elle a noté que j'étais très pointilleuse. Par exemple, elle m'a dit, dessine-moi ta maison. J'ai pas fait une maison avec un toit et un arbre. Je vais dessiner le bâtiment, l'étage, le couloir pour y accéder. Ah oui. Et après, ils ont découvert que j'étais une HPI, HPE, une autre potentielle émotionnelle, une autre potentielle intellectuelle. Et du coup, c'est pour ça que parfois je fondais en larmes et que j'étais tellement en avance qu'on me disait qu'il fallait que je saute une classe, mais ils avaient peur qu'en fait, que je régresse émotionnellement. Donc, ça a été la problématique, genre, de toute ma vie. Mais j'ai une super institutrice en CP, CE1 qui m'a mise en CP d'adaptation. J'ai détesté ça. Je la détestais elle aussi. Et, euh, et je me cachais pour pas y aller. Quand elle l'a découvert, elle m'a littéralement traînée. Elle s'en moquait. Enfant handicapé ou pas, elle m'a traînée. Elle m'a dit, tu y vas. Ah, Et du coup, ça m'a fait du bien. Ça a débloqué quelque chose. Et depuis, je lis tout ce qui me tombe sur la main. Mais d'accord. l'écriture, c'est venu plus tard. C'est venu, tu sais, à 12-13 ans, là, quand tu vois les copines qui se baladent avec leur journal intime comme si elles avaient des super secrets. Je me Ah oui, suis elle dit, écrit pas comme ça. c'est ça. Genre, on est mystérieuse, tu vois. Je me disais, ça a l'air trop bien. Elles écrivent quoi? Parce qu'on a tous le même âge, tu vois. À 12 ans, t'écris quoi? T'écris, je sais pas, t'écris quoi à 12 ans? On m'a volé le bonbon à la récré. Je suis amoureuse de... Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Et puis après, elles le gardent dans leur sac, faut pas qu'on fouille. Moi, j'essayais, mais j'y arrivais pas. Et pourtant, je sais bien, avec le recul, que je ne me parlais pas de choses nécessaires à faire sortir, comme le meurtre de la mère de ma meilleure amie, ou les moqueries liées à mon handicap. Tu vois, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Mais c'est vers l'adolescence, vers 15 ans, je prenais toujours de quoi écrire. Je me disais, quand ça viendra, ça viendra. Ouais. J'écrivais, tu sais, des bribes de mots, des bribes de phrases ou des textes qui ne m'appartenaient pas, par exemple de la musique. Et puis c'est venu petit à petit, en fait, je me suis forcée à créer une habitude parce que je pense que là encore, par exemple, là, tu sais, je l'ai senti. Je savais pas tout ça, tu vois, tous ces bienfaits de l'écriture. Je pense que l'une de mes sœurs m'a parlé de ce que c'était que l'écriture thérapeutique, artistique, tout ça. Et je me suis dit, bah, ok, tu vois, quand tu sais, en fait, c'est ça le mec, c'est ton destin est tellement déjà écrit que parfois tu fais des choses qui n'ont pas vraiment de sens, juste tu le fais, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et là, maintenant, ça fait plus de 25 ans que j'écris tous les jours. J'écrivais dans les cafés, j'écrivais dans les amphis, j'écrivais au lycée, tu vois, j'écris tout le temps, j'ai tout le temps de quoi écrire. C'est-à-dire que si, tu vois, il y en a qui sortent pas sans leur rouge à lèvres, qui sortent pas sans, sans leur porte-monnaie, moi, je sors pas sans de quoi écrire. Genre, je peux faire demi-tour, mais attends, bouge pas. Alors, même si j'ai pas le temps, il faut mon stylo et mon cahier. D'accord. Et c'est devenu Bah, c'est très, très important. bah, c'est très très Mais ça très met du temps. intéressant.
Merci vraiment pour tes partages parce qu'on est à peine à la moitié de l'interview, même pas. Et je trouve que tu as déjà une façon très inspirante de présenter ton parcours. Et tu as vraiment une énergie qui fait qu'on a envie de découvrir vraiment tes livres, en tout cas pour ma part. En tout cas pour ma part. Et donc l'écriture, t'es venue un petit peu après, mais rapidement quand même, puisqu'à l'âge de 15 ans, tu avais déjà cet objectif de vouloir écrire, donc ce qui n'est pas l'objectif de tous les ados. Et du coup, est-ce que tu as été inspirée par des auteurs? Est-ce que tu as des auteurs préférés? Alors, des auteurs préférés, non. Pas depuis que j'ai lu le Coran, tu vois, très sincèrement. Là, tu vois, ça a déclassé tout le monde. D'ailleurs, c'est un des noms. C'est ça. Au début, tu vois, je t'aurais dit, ouais, Paulo Coelho, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que ma grande sœur faisait des études littéraires pour être prof de français. Moi, j'aimais pas trop aller au collège parce que je tombais, on se moquait de moi, donc je faisais demi-tour. Après, je séchais ouvertement l'école et j'allais dans sa chambre lire ses bouquins. Donc, j'ai lu Montaigne, j'ai lu Ronsard, j'ai lu Verlaine, j'ai lu Rimbaud, j'ai lu tous les grands, j'ai lu aussi Agatha Christie, j'ai eu peur, j'ai fermé les bouquins, je dis plus jamais de ma vie. Chacun son délire. Moi, je n'aime pas ouvrir un livre à avoir peur, apparemment. Mais j'ai pas d'auteur préféré. Par contre, il y a des auteurs que j'aime retrouver, comme je dis, tu vois. Par exemple, La chimiste de Paulo Coelho, je l'ai longtemps emmené avec moi, jusqu'à ce que je fasse le Coran, mon livre de chevet. Tout le monde a été déclassé, tu vois, vraiment. Tout le monde a été déclassé. Il y a aussi, comme livre intéressant, ben là, j'ai fait ma petite pile. Ça, c'est La chimiste de Paulo Coelho. Il y a Les Amours de Ronsard, mais ça, c'est plus affectif. Un jour, je me baladais à Paris, j'aime bien me balader seule, et je l'ai chiné sur, tu sais, les petites boutiques de Paris, je sais pas si vous connaissez. Oui, sur les quais de Seine, leurs trucs, là. Ouais, c'est ça. Je m'étais offert ce livre là, de Jane Cicero, qui parle d'argent. Ça s'appelle La magie du j'en ai rien à foutre. C'est un peu c'est ma façon de penser, en fait. Et je pensais pas que ça allait être aussi amusant. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est de Thomas Vincenbourg. Ouais. Et ça, je trouve que c'est l'un des livres les plus intéressants que j'ai pu lire sur le développement personnel, sur la relation aux autres et la relation à soi. C'est ma grande sœur une de mes grandes sœurs qui m'a conseillé. Et du coup, je me le suis offert parce que c'est tellement de bon sens. Et j'ai compris que les gens ne vivent pas ce qui pour moi est normal, tu vois, d'aller chercher ce que tu ressens, de comprendre que souvent, ce que tu reproches aux autres, c'est ce que tu te reproches à toi. Tu vois. Et je crois que c'est en lisant ce livre que j'ai réalisé que l'écriture m'avait mené à l'auto-coaching et à faire du développement personnel naturellement, tu vois. Parce que j'ai tout le temps envie d'aller plus, de tirer sur le meilleur parti de moi-même pour offrir le meilleur de moi-même. Et même là, par exemple, je suis dans une phase de ma vie où je vais être une meilleure maman. Et du coup, je m'interroge, je travaille sur moi, j'enlève... là, en ce moment, je travaille sur mon auto-sabotage parce que je me suis rendu compte que c'est pas que lié professionnellement, mais c'est aussi saboter ses relations avec sa famille et ses enfants pour valider certaines choses un peu, tu vois, ambiguës, un peu sombres. Et du coup, je travaille sur tout ça et je savais pas en fait que c'était ça le développement personnel jusqu'à ce que je découvre cet auteur-là, très sincèrement. D'accord. Et... beaucoup d'inspiration, d'auteurs que tu retrouves, on va dire. C'est ça, exactement. Exactement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Beaucoup de choses qu'on fait, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on aime bien classifier, classer, même les troubles, etc. Ce qui fait qu'on peut finir. Donc, par exemple, c'est très intéressant les diagnostics psychologiques ou les grilles de personnalité. Et en même temps, ce qu'il faut, c'est ne pas s'enfermer dans une étiquette. Et donc, par exemple, développement personnel ne reste qu'une étiquette finalement. Derrière, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis, comme ton parcours, c'est qu'on peut se développer entre guillemets sans savoir qu'on est en train de faire telle ou telle démarche. En fait, c'est juste du bon sens et puis finalement, c'est là qui oriente vers ce qui est meilleur pour soi. On n'a pas besoin forcément de rentrer dans une étiquette ou dans une façon de faire imposée par l'extérieur. C'est ça, exactement. Tu t'es écouté. Et ça, je l'ai compris en lisant, oui. Et ça, je l'ai compris en lisant inlassablement, parce que je lis inlassablement le Coran, c'est vraiment dans mon livre de chevet. Un petit coup de blues, hop, le Coran. Un petit mal quelque part, hop, le Coran, quand je suis pas chez moi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, il est à côté de mon lit et j'aime pas en plus quand il est fermé. Je trouve que c'est un livre qui est là pour vivre, tu vois. Par exemple, chez mes parents, il est dans une vitrine avec tous les beaux verres et tout ça de ma mère. Moi, je fais quelque chose qui agace un peu, j'ouvre sans le Coran. Ça, je montre à quoi ça sert, tu vois, parce que, en fait, ça m'inquiète. Je me dis, bon, on n'a pas le droit de toucher à ces verres et le Coran est au même endroit, tu vois.
Après, chacun a ses relations. Ça, je pense qu'il faut aussi laisser cheminer les gens. Je me dis que s'ils me voient le faire, au bout d'un moment, ils feront peut-être pareil, tu vois. Ah, tiens, je sais que mon père le lit. Il le récite beaucoup, il s'est devenu avec le temps. Donc, je me dis que on perd plus d'un temps, comme sans doute. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, pour passer à la prochaine question, c'est quoi en fait ton but à travers ton écriture? Est-ce que tu as un message particulier que tu aimerais faire passer ou des messages? Mais c'est quoi vraiment, tu sais, en tant qu'autrice, Anna et moi c'est pareil, on a je pense des buts même si on se les avoue pas, mais est-ce que tu as un objectif derrière ton écriture de façon vraiment très générale? Ouais, c'est d'amener les gens à être libres, notamment les femmes. C'est pas les gens, c'est que les femmes. Je pense même que je suis un peu sexiste. J'ai réfléchi, tu vois. Non, je pense que je suis sexiste. Je pense que si on devait donner une étiquette pour féministe. Je pense que ça me dirait. Ouais, ou féministe. Ouais, peut-être. Un jour, un auteur m'a dit ça comme si c'était un gros mot. Ah, vous êtes féministe, tu vois. Je dis, non, je sais pas quelle est votre. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot. Moi, j'ai une préférence naturelle pour les femmes. Voilà. Attendez, Kerry a trouvé son alter ego. Oui, c'est vrai. Non, moi, je pense qu'en fait, j'ai discuté l'autre fois avec mon épouse, j'ai le sentiment que peu importe la période à laquelle on vit, de façon générale, les femmes sont des victimes, tu vois. Et là, ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'en France, on est vraiment au Moyen-Âge. Mais vraiment, tu vois, on amène des femmes sur la place publique qui sont les médias. On leur dit, alors, pourquoi est-ce que vous portez le hijab? Pourquoi est-ce que vous ne portez pas? Et pourquoi est-ce que vous avez fait ça? On vous a vu faire ça l'autre fois. C'est le Moyen-Âge. On faisait pareil au Moyen-Âge, sauf qu'on les brûlait. C'est exactement. Et là, on va pas jusque-là, tant mieux. Oui, on va pas. Mais c'est un peu le même concept, tu vois. Tu te justifies parce que tu es une femme, tu te justifies parce que ceci. Et ça, pour moi, c'est l'inverse de la liberté. Et c'est quelque chose aussi que j'ai compris quand j'étais adolescente, quand tout le monde disait, moi, j'ai un bouton, ça me va pas. Moi, je me suis littéralement dénudée pour regarder comment j'étais faite, tu vois. Je dis, OK, 2 bras, 2 jambes, une tête, ça fonctionne. Voilà, j'aime bien mon sourire, j'aime bien mon nombril, j'aime bien comment je suis faite, c'est cool, on va avancer. Et je me suis rendu compte que les uns s'attachent au regard des autres au lieu de s'attacher à leur propre regard, tu vois. Par exemple, quand tu es une maman, ton corps change, et si tu es trop axé sur l'extérieur, tu vas pas t'aimer. Moi, je sais que mes grossesses, ça a été difficile parce que je m'étais attachée à l'extérieur. Mais du coup, est-ce que c'est un message uniquement féministe, du coup, ou c'est un message universel plutôt? Vas-y, n'aie pas peur de dire féministe, c'est bon, c'est pas grave. Non, en fait, j'ai écrit un roman qui va bientôt être publié. Et ça en dit nous, en fait, sur ma façon de penser, parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Du coup, là, je suis vraiment en train de chercher mes mots. Et le personnage, c'est mon alter ego, en fait, tu vois, c'est celle que je suis profondément. Et oui, elle est clairement... Je sais pas ce que toi, tu mets derrière féministe, mais pour moi, c'est la préférence aux femmes. Même dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je travaille qu'avec des femmes. Ouais, du coup, je pense que ouais, c'est féministe. Féministe ou sexiste, je sais pas, mais ouais, il y a une vraie préférence pour les femmes. Et je veux voir, je me dis, si j'habitais ailleurs, dans un autre pays, dans un autre contexte, est-ce que je ferais la même chose? Oui, parce qu'ailleurs, dans un autre pays, dans un autre contexte, il y a toujours des problématiques liées à ton sexe. Et quand tu es une femme, c'est toujours plus compliqué. Quand en fait, on ne part pas avec les mêmes cartes. On joue au même jeu qu'est la vie. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes chances. C'est comme un jeu de loi où on n'a que des pièges. Et vas-y, tu vois. Bah, féminisme, après, derrière, c'est le fait de défendre les femmes parce que justement, comme tu dis, tu pars avec des bagages 500 fois plus lourds. C'est ça. Bon, finalement, c'est plus, c'est pas forcément, c'est plus pour rétablir de la justice en fait. Tu vas avoir une certaine injustice, donc c'est pas voilà, c'est pas au détriment des hommes parce qu'en fait, il y a une lutte féministe qui est idéologique et qui est dans la destruction de la moitié de l'humanité, ce qui est complètement ridicule. Donc c'est plutôt une lutte pour la justice. À équilibrer les choses, que ce soit équitable, qu'on vive le même type de vie et qu'on puisse vivre dignement notre méthode. Parce qu'en fait, je connais beaucoup de femmes qui se disent, qui s'empêchent de vivre et qui prétendent que c'est le méthode, tu vois. Ça n'a absolument rien à voir. C'est leur peur de se faire massacrer psychologiquement ou physiquement, tu vois, cette peur-là qui les empêche d'être elles. Et ces femmes-là, très souvent, elles dénigrent les femmes, elles les insultent, elles font tout pour être appréciées par les hommes.
quitte à devenir des machos sans même s'en rendre compte. Tu vois, des misandres, elles deviennent misandres, littéralement, mais elles pourront jamais te dire, oui, je suis misandre. Elles te disent, non, mais moi, je suis une femme, sauf que je ne comprends pas pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle parle comme ça. Tu vois, misogyne, elle alors. casse du sucre sur le dos. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Elle Mhm. déteste littéralement les femmes libres, tu vois. Et D'accord. pour elle, une femme libre, c'est une femme dangereuse. Et il y a des hommes pour qui une femme libre est une femme dangereuse. Moi, je me dis, tant que je suis en vie, tant qu'il y a des inégalités comme ça, cette forme-là d'injustice pesante, eh ben, je vais continuer. J'écrirai tu vois, je créerai dans ce sens-là, des livres pour aider les femmes à se libérer. J'écrirai toujours dans ce sens-là. Et je continuerai de parler dans ce sens-là parce qu'on peut pas se trahir. En fait, plus tu écris, moins tu mens. Moins tu te mens et moins tu mens à l'oral. Tu prends plus conscience du poids des mots. Ok. Donc un message plutôt adressé aux femmes pour rétablir une certaine équité. Équité. Ok. Très bien. Sinon, quelle est ta séance type d'écriture? Est-ce que tu as un rituel ou, voilà, comment tu t'organises? Ah oui, bien sûr, il y a un rituel. Alors, d'abord, j'allume des bougies. D'abord, je dis, je vais écrire. Pas dans ce sens-là, un rituel tout à fait laïque. Ah ouais. Profane. Non. Ensuite, j'allume des bougies, je mets une petite musique, je me fais un petit thé et je me mets dans ma bulle pour écrire. La musique que je choisis, elle va être en fonction de ce que j'écris. Si j'écris quelque chose de léger comme Les Foudres du passé, ça va être une musique un peu genre printanière. Si j'écris un livre comme ce que j'écris, c'est vraiment une musique sombre. En tout cas, quelque chose qui va m'aider à puiser dans mes émotions pour la description. Si je veux que le lecteur pleure, comme dans le livre là, 10 ans trop tard, eh ben j'ai mis une musique, c'est vraiment très bouleversante. J'ai fait en sorte moi-même de pleurer parce que en fait, je pense qu'il y a une forme d'énergie qui passe dans tes écrits, tu vois, et que plus tu écris, plus ça passe. Je sais pas comment ça se fait. Parce que moi, je n'ai pas d'explication. Je suis pas une petite scientifique. Tout ce que je sais, c'est que quand par exemple tu es en colère et que tu écris, bah, tu vois, tu n'écris pas droit, tu écris, en fait, ta colère transparaît. Et quand tu écris un livre, et ben c'est pareil. Même si tu réécris 50 fois la même chose, si une scène, elle est choquante, ton lecteur sera choqué. Si une scène est bouleversante, ton lecteur sera bouleversé. Et ainsi de suite. Ça fonctionne avec tout le panel d'émotions. Mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment écrire tous les jours et aimer profondément. Un livre juste pour écrire un livre et dire que tu es auteur, ça va pas très bien fonctionner à mon avis. En fait, ça finit par se ressentir. Il y a des personnes qui font ça, qui écrivent pour écrire, oui. Et ça finit par se ressentir. En fait, il n'y a pas la même charge émotionnelle qui est, je trouve. C'est ça. C'est ça. Donc, je suis assez d'accord. Et ce sont des livres un peu plats. Ouais, c'est ça. Et combien de temps tu écris par jour? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que tous les jours, hein? Oui. C'est ça. Et tu sais estimer combien de temps à peu près? Apparemment trop. Oui. Ça c'est la femme qui dit ça. Ok, donc tu es presque un auteur à temps complet, on peut dire. Ouais, j'ai hâte de pouvoir être auteur à temps complet. J'aimerais bien écrire et voyager toute ma vie. Amine. Carla Tressili. Ah oui, c'est le but. Hein. Tu sais, quand tu trouves ce qui t'anime profondément, et en plus, ça viendra soutenir mes séances de silence. Parce que j'aime bien faire le jeûne de la parole, mais quand t'es maman, quand t'es parent, c'est un peu compliqué. Tes enfants se vexent si tu ne réponds pas. Et s'ils ne savent pas lire, tu peux mettre une pancarte. Je fais le jeûne de la parole, ils vont pas comprendre. D'abord, ils savent pas lire. Et tu vois, ils comprennent le jeûne de la nourriture. Déjà, c'est un concept un peu flou quand ils sont tout petits. Mais le jeûne, oui, moi, j'aimerais bien faire des retraites spirituelles et je sais que l'écriture va m'aider. Parce que j'utilise aussi l'écriture comme je sais pas comment appeler ça. En fait, je sais pas si c'est l'écriture qui m'a rendue obsessionnelle ou c'est le fait que je sois obsessionnelle qui a fait de moi une auteure. Mais quand je veux quelque chose, je l'écris. Quand je commence à trouver une solution, j'écris la solution. Et ensuite, le plan, tu vois, architectural commence à se mettre. Et du coup, j'en fais une obsession jusqu'à ce que je l'obtienne. Ça s'est passé comme ça quand j'ai voulu devenir chef d'entreprise dans la mode. Comme ça, quand j'ai voulu devenir auteur, j'ai écrit ça en 6 jours, 6 nuits, tu vois, en ayant 2 enfants. Ouais, c'est assez exceptionnel, hein. Oui, mais c'est sur le coup, je m'en rendais pas compte, puisque de toute façon, j'écrivais tous les jours, tu vois. C'est le fait de le dire et qu'on me dise ça, mais c'est rare, tout ça, je dis, ah ouais, peut-être. Après, je me dis, non, les gens ne connaissent pas des auteurs. Mais c'est quand d'autres auteurs m'ont dit que c'est pas anodin, que je me suis rendu compte. Mais comme ça fait partie de ma norme d'écrire tous les jours et d'inventer des histoires
en filigrane, tu vois, en arrière-plan de la vie réelle, pour moi, ouais, c'est normal. En fait, si je peux ajouter, c'est un rapport un peu compulsif à l'écriture. C'est ça. C'est Ouais, quelque ça chose de vital. Pardon? C'est quelque chose de vital, en fait. Oui, c'est senti comme une drogue. C'est ça. C'est ça. C'est une drogue saine pour le moment. Ouais. C'est intéressant. Tu peux en user et en abuser. Et notre avant-dernière question, c'est est-ce que tu as écrit cet ouvrage bah là, on va parler que du dernier de celui-ci. Est-ce Oui, que c'est c'est vrai. possible que tu l'as écrit que pour t'aider toi? Tu t'es dit, je vais écrire un livre. Comme tu le dis, en plus, le fait d'écrire, ça t'aide en fait à poser le plan, etc. Est-ce que tu t'es dit, je vais l'écrire pour m'aider moi ou, mais tu as déjà un peu répondu, ou vraiment, tu t'es dit, ça va aider vraiment beaucoup de monde? Ou en tout cas, ta NIA, comme on dit, ton intention, c'était vraiment d'aider le plus grand nombre. Non, pour aider Ouais. le plus grand nombre, Que tu avais plus dit. grand nombre de femmes. Vraiment. Et quand on me dit combien de femmes je voudrais aider, bah, toutes les femmes, en fait. Tu vois, y a pas, je sais pas, il y a combien de femmes sur Terre, mais c'est toutes celles que je veux Ouais. aider. Et Soyons je pas pensais avares. pas, tu vois, que ça allait avoir, tu sais, je pensais pas que ça allait avoir un tel impact, tu vois. Parfois, je reçois des avis sur le livre, des témoignages de filles, tu vois, qui sont, l'apparence de la vie va super bien. Mais quand tu connais juste un bris de leur vie, tu te dis, bah, déjà, c'est la mierdas internationales dans leur vie. Et en plus, elle trouve dans ce livre-là le plan parfait pour sortir de l'endettement et devenir financièrement autonome et autre chose. Elle trouve bah, cette façon douce et bienveillante et assez comme je suis dans la vie, tu vois, je suis assez comme ça, tu vois, je sais en fait d'aller facilement d'un point A à un point B et c'est ce qu'on retrouve. Par Ouais. exemple, dans le livre, j'explique, c'est pour ça que ça m'a fait sourire ce lien avec Montaigne, c'est si t'as pas envie de t'en sortir, jette ce livre ou laisse-le dans les WC, ça va t'aider à... Mais il y a un peu ce côté-là dans ton livre. C'est pour ça que j'ai pensé à toi quand j'ai. Parce que C'est ça, exactement. comment là il fait les choses. Je lisais Montaigne et en même temps je venais de lire ton livre et je me disais qu'il faut que je trouve une approche. Et en fait, je me suis dit, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'elle a essayé de mettre. Juste, est-ce que C'est ça. maintenant c'est possible, Anna, ça te dérange pas, de répondre aux commentaires? Parce qu'il y a une question qui est intéressante si tu la vois, Malika. La question de Roche là. Pour l'écriture d'un livre, se fait une bonne période où est-il possible d'écrire plusieurs livres en même temps sur la même durée? Euh, C'est mon point. Moi, je pense qu'on peut écrire plusieurs livres sur une même durée, Mhm. mais tu dois pouvoir faire que ça de ta vie. Ouais. Ou bien Ouais, être un peu dingue. ouais. Ou bien, en fait, avoir un monde intérieur très riche. C'est-à-dire que déjà, dans ton monde intérieur, tu puisses séparer les émotions. Moi, elles se ressentent dans mon ventre, les émotions. Et quand elles sont très fortes, elles se montent dans ma gorge. Comme ça, parfois, ça me coupe la voix. Il faut vraiment que tu aies un esprit, un endroit safe, un endroit sain, qui te permette de développer plusieurs histoires. Parce que déjà, écrire une histoire ou un livre, peu importe, même si c'est un livre didactique, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais, c'est clair. Moi, mais je suis persuadée qu'on peut écrire plusieurs livres en même temps. C'est Musso, tu vois, Guillaume Musso qui sort un livre par an. Si on considère qu'il faut 6 mois pour écrire un livre, il fait que ça, tu vois. Il fait que ça. Je suppose, enfin, ou sinon il a une famille genre qui Oui, est c'est un tapée, auteur tu professionnel. vois. Oui, bien sûr, les auteurs professionnels, après, les maisons d'édition aussi attendent un certain rendement derrière. C'est C'est ça. Ouais. une Oui, mais histoire du coup, il fait de... que ça, tu vois. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que tu sais, souvent, je réfléchis, je regarde ma famille que j'aime, hein, et je me dis, ah, si je pouvais passer ma vie à écrire, j'écrirais cette histoire-là, cette histoire-là, cette histoire-là. Et je sais que c'est techniquement possible si je suis en retraite spirituelle, si je suis toute seule, si on me sert à manger, si quelqu'un, tu vois, si en fait tu enlèves tous les trucs de la vie et que tu peux te permettre d'être bouleversé, donc tout ça bouleverser positivement ou négativement, parce que le retour, quand tu écris un livre, le retour à la vie réelle, ça peut être très très difficile. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'empêchais d'être auteur parce que j'avais peur de basculer dans une forme de folie. Tu vois, je sais que je suis obsessionnelle, j'avais vraiment peur, mais je savais pas que ça allait être un bienfait pour moi. Par exemple, quand j'ai une idée d'histoire dans la tête, sans forcément faire un livre, je l'écris et tout de suite, ça m'intéresse parce que toutes les émotions que je sens dans le ventre, qui peuvent descendre plus bas et créer de l'énervement, de la tension et donc se ressentir sur l'élaboration dans la vie réelle, elles sortent. Et du coup, tu vois, je trouve que c'est un métier particulier d'être auteur et plus tu écris de livres, plus c'est particulier en fait. Parce que plus tu vas écrire, plus tu vas permettre d'écrire des choses dont tu ne parles même pas à toi-même consciemment, tu vois. Oui, Par c'est exemple, vrai. même dans un film, j'ai mis des années à me parler de mon handicap moteur, tu vois, des années alors que je suis née avec, tu vois, et encore plus longtemps avant de me parler du meurtre de la mère de ma meilleure amie, parce que c'était
pour moi, c'était inaudible. Je sais même pas comment dire. J'arrivais pas à me poser dessus et je m'en laissais pas le temps. Je m'occupais constamment pour pas avoir à y penser. Pour avoir y pensé. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Tu me donnes Avec vraiment plaisir. envie, tu me donnes envie d'écrire. Ouais. Et Ah, j'espère tant mieux. et j'espère que tu motiveras encore toutes les personnes qui vont t'écouter, ma Charlotte, parce que vraiment, Merci beaucoup. ouais, tu donnes vraiment cette envie t'es tellement motivée qu'en fait, voilà, tu donnes envie d'écrire. C'est chouette, ma Charlotte. Alors, dis-moi, pour conclure, comment? Je disais, ce sont les personnes les plus animées qui donnent le plus envie, en fait. Tout simplement. Alors, pour retrouver tes œuvres, et notamment le dernier, donc Fini avec les dettes, où est-ce qu'on peut les retrouver? Sur Amazon, vous tapez Malika Virin, Amazon, et vous avez tous mes livres. Ok, super. Voilà, c'est ça. Alors, dans l'émission, une fois qu'on a fini l'interview, on aime bien lire un petit passage qui nous a touché ou ému ou qu'on a apprécié dans le livre. Donc, je vais lire mon passage. En toute franchise, il m'est arrivé de me nourrir un jour sur 2 ou 3, de devoir littéralement racler mes fonds de tiroir et mes poches pour pouvoir acheter de quoi manger, de devoir choisir entre acheter des couches et du lait pour le petit déjeuner de ma fille. Je ne pouvais plus payer mon loyer et je réfléchissais très sérieusement si tous les moyens possibles de gagner rapidement plus d'argent. Mon salaire ne suffisait pas pour subvenir à nos besoins vitaux. Je me souviens qu'en fouillant partout chez moi, dans mon sac, en vidant toutes mes poches, en soulevant les matelas et les coussins du canapé, j'avais réussi à réunir une dizaine d'euros. Et je suis allée faire des courses, la gorge nouée, les larmes aux yeux et la peur au ventre. Je craignais de ne pas pouvoir payer l'ensemble de mes courses et de m'éparpiller. Je devais acheter le strict nécessaire. J'étais avec ma fille, tellement heureuse d'être avec moi et d'aller au magasin. Et tout en la regardant, tout en lui souriant et en discutant avec elle, je comptais dans ma tête pour savoir combien me coûteraient ces courses une fois arrivée à la caisse. J'allais à l'essentiel et j'entassais les conserves de légumes dans mon caddie. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que c'est un passage de vie que je pense beaucoup de femmes peuvent vivre. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ce passage émouvant. Alors déjà, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez quoi que ce soit, et certainement pas ce passage. Et du coup, en fait, je me suis revue vivre ça, et je sais, tu vois, en fait, quand tu vis ça, et que tu sais que c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent, parfois en le taisant, tu le sens, en fait. Et je me suis dit, quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas prévu d'écrire ça, mais je me suis dit, il faut que les femmes qui vont lire ce livre comprennent que peu importe pourquoi on se retrouve dans une situation pareille, on peut en sortir et c'est ça le plus important. Ça sera un souvenir, c'est pas un bon souvenir que tu vas nourrir comme le jour où tu as entendu le premier son de ton bébé ou les premiers pas ou je sais pas quand tu as reçu un diplôme, je ne sais pas, ou ton premier voyage, je ne sais où. Mais ça existe dans ta vie et tu peux partir. En fait, je dirais partir de ce souvenir, tu vois, littéralement, tu peux. Ça sert à rien de fuir. Si tu vis ça ou tu as vécu ça, il existe des moyens simples, vraiment de façon très pragmatique d'en sortir. Des trucs qui fonctionnent pour tout type de budget, comme je dis. Et ça me semblait important en fait de laisser un peu de moi. J'avais pas prévu, tu vois, de laisser autant de moi dans le livre. Mais plus je parlais avec les femmes, plus je me disais mais en fait c'est comme un trou béant dans lequel toutes les femmes tombent, tu vois, et il n'y a pas d'échelle de secours. Voilà, pas d'échelle de secours. Et même aujourd'hui, je connais encore des femmes qui j'ai leur jeter mon livre à la tête tellement ça m'agace parce qu'elles se disent, bah, c'est comme ça, j'y arrive pas, je trouve pas de solution. Et moi, je vous dis dans le livre, j'entasser des bougies. Il y en a d'autres qui vont entasser des sacs à main, d'autres de la vaisselle, tu vois, qui vont se mettre sciemment dans les problématiques financières parce qu'elles se disent, elles se racontent l'histoire, je ne sortirai jamais. Et moi, à ce moment-là, je me disais, bah, je ne sortirai jamais. Ce sera toute ma vie comme ça. Et moi, justement, pour revenir sur ça, je vais lire mon passage. Moi, ça m'a... Enfin, le passage que j'ai aimé. Ce qui m'a touchée, c'est parce que j'ai à cœur de... Comment dire, on se ressemble pas mal, hein, franchement. Par rapport à la question des femmes, la question de la dawa, de tout ça, vraiment, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, c'est un livre, c'est un guide
pour nous aider au niveau de nos dettes. Mais il y a beaucoup de côtés très humains, je trouve. Par exemple, le passage, c'est Oui. je pense sincèrement que nous pouvons toutes apporter notre contribution à ce monde et qu'aucune de nos actions n'est minime, inutile ou ridicule. Parce que je considère chaque femme comme ma propre sœur, il me paraît tout à fait normal de l'aider à se relever et à s'élever. Et alors ça, c'est typiquement ce que je peux écrire sur les vidéos. Donc je me suis dit, mais vraiment, c'est pas c'est rigolo. J'ai bien aimé aussi le côté de ce que je passe mon temps à dire, c'est que tu peux être peintre, tu peux être, je sais pas, peut-être pas chanteur, mais enfin, si tu peux être chanteur, tu peux être peintre, tu peux être bien parler, bien faire à manger, tu peux tout utiliser pour le chemin d'Allah en fait. C'est ça. Oui, Il faut c'est qu'on vrai. comprenne qu'aucune de nos actions, comme tu dis, n'est minime, inutile ou ridicule. C'est exactement ce que je C'est ça, exactement. C'est mon passage. Exactement. Et en plus, ça permet, tu sais, quand tu lis ça, et que par exemple, tu as un passage à vide, ça te permet de te rappeler que tu es utile, tu vois. Parce que quand tu traverses des choses difficiles dans cette vie, tu peux douter sur terre. Moi, je sais que j'ai traversé des moments vraiment très, très difficiles où je me suis dit, ouais, ma présence n'est pas forcément, tu vois, inutile, tu vois, subhanallah, qu'Allah me pardonne. Et je sais que je suis pas la seule, tu vois. Parfois, tu entends des propos de femmes, tu sais qu'elles sont bancales psychologiquement et que les problèmes d'argent, ça peut causer des drames, ça peut faire malheureusement que des femmes restent dans une famille ou dans un couple destructeur, qu'elles souffrent physiquement, psychologiquement et elles iraient jusqu'à en mourir, soit mourir physiquement, soit mourir intérieurement. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. La seule différence, c'est la sépulture en réalité. Il n'y a pas vraiment de différence quand tu te suicides psychologiquement que tu restes. Et tu vois, on en revient à ce drame que j'ai vécu dans l'enfance. Je sais que ça, je pourrais jamais le réparer. Tu vois, Dieu pour faire quoi que ce soit. Mais au moins, je ne veux plus que ça arrive et j'aurais fait ça. Tu vois, j'aurais fait ma part Voilà, ça. en espérant qu'Allah guide, tu vois, qu'Allah guide un maximum de femmes vers ce livre parce que quand tu vois l'état des choses, tu peux pas faire, par exemple, moi, je ne peux pas les infos. Voilà, je refuse. Je trouve que ça fait beaucoup trop. Quand j'étais en fac de droit, tu sais, je lisais, tu sais, les magazines gratuits et je regardais les infos, mais c'était la même chose qu'hier avec d'autres mots, tu vois. Donc, il n'y avait pas de grande évolution. Après, je me suis dit, une semaine, ça n'évolue pas vraiment. Un mois, tu vois, c'est la merdasse internationale de toute façon. Et donc, je regarde pas les infos. Mais par contre, j'essaie vraiment cette sensibilité pour les femmes. Tu vois, par exemple, un truc qui peut me faire mal au cœur, c'est par exemple, ma voisine qui arrête de travailler parce qu'elle est dépassée par les classes qui ferment. Du coup, elle n'arrive pas à bosser parce qu'elle doit aller récupérer les petits, parce que son ex-mari ne joue pas le jeu, tu vois. Ouais. Il sait pas lui qui l'a, tu vois. Et je me dis, purée, mais avec une bonne gestion financière, d'abord, elle part de là, elle met ses enfants dans le privé ou elle trouve une autre solution. Elle aurait même pas besoin de se dire, faut que vite que je dépose les enfants à l'école pour aller travailler, tu vois. L'argent, c'est un outil indispensable dans cette vie pour avoir la vie à laquelle on aspire vraiment. Bien sûr qu'il faut se reconnecter à ses rêves, blabla, mais apprends à gérer l'argent pour vivre mieux, tu vois, vivre plus que dignement, quoi, vivre normalement, vivre. Voilà, c'est ça, vivre librement. Okay. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un livre très utile qui peut aider les personnes concernées par les dettes ou même les personnes qui n'ont pas de dettes, puisque tu parles de budgétisation et de finances personnelles. Donc, c'est pas seulement pour les dettes, même si c'est le titre. J'ai trouvé que c'était un livre très concret avec des exemples, des tableaux, des exercices. Donc, c'est pas juste de la théorie. Enfin, il y a vraiment une mise en pratique. Du coup, ça devient un livre à utiliser, un peu comme une méthode. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, je sais que dans les écoles, j'ai pas retrouvé l'info, donc je sais pas. Je pense jusque dans les années 60-70, il y avait quand même des cours de budget familial pour les jeunes filles. Elles apprenaient à gérer l'argent. Bon, à l'époque, ils disaient l'argent du mari, hein, puisque c'était le cas. Voilà, donc il y avait encore des savoir-faire. Et puis les garçons, il y avait le bricolage, la mécanique. Et donc, il y avait ce savoir-faire qui était quand même enseigné pour le budget, on va dire, domestique. Et c'est vrai que c'est peut-être, tu es venu combler avec ce livre, un trou qui existe, enfin, ça existait dans l'éducation nationale, ça a été retiré volontairement ou pas. Et finalement, je pense que tu viens combler un petit peu ce manque. Et ce que j'ai aimé, c'est toutes, justement, tes anecdotes personnelles. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on peut s'identifier à l'auteur et donc on peut vraiment s'imaginer être dans la peau de celle qui va finalement s'en sortir, Inch'Allah, puisqu'il y a une sorte d'identification. Et comme tu disais juste avant, le fait de pouvoir gérer l'argent, c'est aussi une manière de gérer son stress,
puisque ça peut être assez lié. Quand on ne sait pas si on va pouvoir faire ses courses à la fin du mois, forcément, ça génère aussi du stress. Donc, je dirais que c'est aussi une méthode pour aider les femmes et notamment certainement les mamans solo à gérer leur stress. Donc, tu vois, tu as été très utile dans ce livre et certainement dans d'autres choses, puisque ça recouvre pas mal de... Enfin, ça apporte pas mal de bienfaits, en fait. Voilà. En tout cas, merci. Et merci à toi. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Attends, c'est pas fini, maintenant il y a mon avis. Et, moi, tout ce qu'Anna elle a dit, je valide. De toute façon, on est assez, en général, on est assez complémentaires dans ce qu'on dit. Mais aussi, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est un livre qui est vraiment à la portée de tous. Ça veut dire qu'au début, quand on voit Fini d'être, on se dit, oh là là, mais c'est un livre de comptabilité et tout. Et en fait, non, pas du tout. C'est des astuces qui sont super simples à mettre en place dans la vie de tous les jours. Et qui sont surtout, parce que moi, j'ai déjà lu des livres un peu comme ça didactiques, mais j'ai toujours peur parce que je me dis, je vais pas y arriver. Parce que j'ai pas de confiance en moi par rapport à ça. Et en fait, là, non, c'est super réalisable. Genre, c'est super facile. C'est des trucs super concrets à mettre en place. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé, donc c'est comme je t'ai dit, la captatio benevolentiae, j'ai bien aimé. Le fait d'attirer le lecteur. Et il y a une certaine honnêteté, sincérité de ta part qu'on ressent beaucoup. Bah, par exemple, comme le passage qu'Anna, elle a lu, on sent bien que tu t'es complètement livré à ce moment-là. Et il y a quelque chose d'assez connu il y a quelque chose d'assez connu. Donc, du coup, cette captation benevolentiae, pardon, elle est assez connue dans le milieu du théâtre parce que du coup, ça capte. Et toi, tu as bien réussi avec ce petit passage-là où tu t'es livré à capter en fait l'auditoire. Donc, j'ai bien aimé le côté très honnête, la sincérité. Et il y a aussi des petites choses que j'aime bien, c'est des petites phrases motivantes. Par exemple, à un moment donné, tu dis vous êtes toutes belles, vous êtes toutes inspirantes, vous êtes toutes intelligentes. Et ça, c'est bien parce que des fois, même si on le sait déjà, non, je rigole, c'est bien, c'est bien qu'on nous le redise, tu vois ce que je veux dire? C'est bien qu'on nous le redise, bien sûr qu'on est toutes intelligentes, on est toutes, Allah il nous a toutes pourvues des mêmes qualités, il n'y a pas de souci. Et surtout des phrases comme vous pouvez le faire, voilà, vous êtes capable. C'est des mantras, en fait, ça agit comme des mantras qu'il faut se répéter dans la vie. Et ça, j'aime beaucoup. Et surtout aussi, un autre chose, c'est le livre qui est très interactif. Parce qu'effectivement, il y a de nombreux passages que vous pouvez compléter vous-même. Et en fait, du coup, ça casse un peu le côté de tous les livres un peu ennuyeux. Enfin, pas ennuyeux, mais le côté très passif. Là, c'est un livre qui vous permet d'interagir, en fait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Ça peut aussi être... pour les enfants, ça peut être pas mal aussi. Enfin, en tout cas, les jeunes adultes plutôt qui se lancent dans la vie active, ça peut être bien pour eux parce que c'est très interactif. Voilà. Ça. En fait, je voulais pas écrire un livre basique. Tu vois, il y a beaucoup de livres qui t'apprennent quelque chose, mais t'as pas d'espace pour appliquer à ta vie réelle. Tu vois. Par exemple, je sais pas moi, je vais t'apprendre à faire de la poterie. On te montre des exemples de poterie. Mais à aucun moment, c'est vas-y, tu fais ton atelier de poterie, tu prends tes photos, tu vois, en fait, t'as pas de passage à l'action. Tu vois, on te dit maintenant, par exemple, j'ai acheté un livre sur l'intuition pour développer l'intuition, je l'ai pas fini parce que il y a des exercices, mais il y a pas l'espace en fait, tu vois, pour écrire. J'avais acheté aussi un livre pour développer ma marque sur le web. Les photos sont magnifiques, j'aime beaucoup le feuilleter. J'ai vu que j'avais surligné plein de passages, mais à quel moment en fait, je me pose, à quel moment j'écris ce que je fais. Tu vois? Et là, pour les comptes, il faut qu'à chaque chapitre, il y ait un tableau pour que tu saches que tu fais de ton argent, pour que tu avances à ton rythme et que tu te voies le faire. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de lire un livre, dire, ah, ok, j'ai bien appris. Toi, tu poses le livre, tu reproduis les mêmes erreurs. Et d'ailleurs, il y a des filles qui utilisent ce livre La finalité comme un livre de comptes, tu vois. Et il y a 12 tableaux à la fin, c'est pour faire pendant 1 an. Parce que moi, j'ai mis 2 ans à m'en sortir. Et quand tu as les bonnes infos, tu peux faire plus vite. Et pour être certaine, en fait, qu'elles y arrivent, ces filles, ces femmes-là, j'ai tout mis à disposition. La première édition, elle était plus courte, il y avait moins d'espace, et je voyais bien, en fait, que ça manquait. Quand j'ouvrais le livre, j'avais pas vraiment envie d'écrire dedans. Là, j'ai pris les choses en main, c'est de l'auto-édition. J'ai mis plus d'espace, plus de fluidité, avec des petites lumières, là, pour aller le moment des idées. Parce qu'il y a des gens qui détestent faire leur budget. Elles détestent ça, ça leur fait peur, ça les fait pleurer, ça les angoisse. Autant avoir un support sympa avec une fille bien forte comme ça, parce que le but, c'est qu'on devienne toutes comme ça. Tu vois, qu'on devienne toutes comme ça, qu'on se laisse pas piétiner et que l'argent n'entre jamais en jeu. Tu vois, que l'argent soit pas une source de quoi que ce soit. Par exemple, dans le couple, on dit, ouais, faut parler d'argent. La réalité, c'est que l'argent est un facteur de divorce, les plus récurrents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une problématique. Peu importe à quel moment tu es dans ta vie, mais il faut apprendre à gérer ton budget.
Comme ça, l'argent, ça fait plus partie de l'équation. Toi, tu as ton argent, tu sais le gérer. Ça fait plus partie de l'équation. Oui, ça. Les petites lumières. Ce que j'aime Et bien puis, c'est avec Malika, important. c'est que Malika, c'est, comment on dit, la fermière, la beurrière et l'argent du Parce que tu fais tout, en fait. Oui, c'est ça. Elle a pensé à tout. Bah oui, un couteau suisse. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je trouve que c'est une belle découverte pour moi, personnellement. Et je pense que ce sera une belle découverte aussi pour tous ceux qui vont écouter ton interview. Et je voulais conclure avec en fait l'actualité. Est-ce que tu as une actualité, par exemple, par rapport à ton travail, par rapport à tes livres? Je suis en train de voir comment faire pour être facilement trouvable en magasin. D'ailleurs, ça me fait rappeler qu'il faudrait que je remplisse ce contrat. Voilà. Un Bah, événement, écoute, puisque je veux dire, un événement de date. non, Non, pas encore. Okay. non, pas encore. Pas encore. En fait, je suis en train de m'organiser pour trouver, parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup de voir les gens en vrai. Donc là, je suis en train de m'organiser en amont et je vous enverrai un magnifique visuel pour vous dire que ça arrivera, Inch'Allah. Avec plaisir. Avec plaisir. N'hésite pas à partager toutes tes actualités après. Tu peux nous retrouver sur Instagram comme tu nous as trouvé. Il n'y a pas de souci. Site internet. Il y a un site, la fille qui oublie alors que je travaille dessus tous les jours. J'ai un site internet qui s'appelle malika-virin.com. J'écris beaucoup d'articles sur comment écrire un roman et là je fais beaucoup d'articles sur comment bien gérer et optimiser son budget pour devenir financièrement autonome. Ça va venir en fait parce que pour moi il y a des gens qui aiment pas les livres, tu vois, il faut être honnête, ou des gens qui veulent pas acheter un livre et le laisser prendre la poussière, ce que je peux comprendre. Il y a des gens qui respectent les livres pour moi. C'est aussi pour être mieux référencé tout ça, mais c'est parce que ça me fait ça me fait profondément plaisir de m'asseoir et d'écrire ça, tu vois, ça je me dis qu'aucun acte n'est fortuit. Si j'ai besoin d'écrire quelque chose, comme par exemple comment être bien organisé financièrement, une fois je discutais avec une femme qui est donc dans un problème financier, et pour elle, être organisée financièrement, c'est avoir un salaire. Tu vois, alors que c'est pas du tout ça. Et donc j'ai écrit un long article qui sera bientôt publié, Inch'Allah, sur ça pour que les gens trouvent tout de suite la solution. Évidemment, il y aura un lien sur le livre, hein, forcément, puisque toutes les solutions sont dans le bouquin. Voilà. Et c'est là-bas aussi faire quand tout sera daté, tu nous le diras et on partagera. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, ouais, j'ai une actualité, c'est ce samedi sur les conseils de Kerima, puisque tu es déjà passé par là. Je vais faire une dédicace à l'Illénium, donc à l'étage, en fait, il y a une librairie, et puis donc de 14 à 18 heures, je serai sur place pour une dédicace. Donc pour les personnes de Lille et environ, si vous voulez passer me voir, ça me fera plaisir, Inch'Allah. Voilà. Et toi, Kerima, est-ce que tu as une actualité? Pas pour le moment. Pour le moment, j'ai rien. D'accord. Alors, avant de conclure, je voulais parler du sponsor en fait de l'émission, donc c'est Sahaba Heroes. J'espère que j'écorche pas le nom, et qui a créé un jeu qui s'appelle Kanz. Kanz qui veut dire trésor en arabe. Donc, c'est un coffret avec des cartes à l'intérieur, comme ça. Et donc, c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux enfants parce que ce sont des cartes imagées. Voilà. Et à chaque fois, on a la traduction et puis au dos, on a le nom en arabe et en phonétique. Et donc, c'est très, très bien pour apprendre les mots, mais pas n'importe quel mot. C'est les mots de Juz Amma. Donc, c'est uniquement tiré du dernier Juz du Coran. Et donc voilà, je trouve que c'est très bien fait. Elles sont plastifiées, elles sont vraiment très bien faites. Donc n'hésitez pas à vous les procurer sur le site de Sahaba Heroes. On le mettra en dessous, je sais pas moi, sur podcast et YouTube. En dessous, on pourra mettre le lien pour ceux en barre d'infos. Voilà, c'est ça. J'ai pas l'habitude. Pour ceux qui souhaitent. Non, moi je fais pas ça. Rien du tout. Donc pour ceux qui voudraient se le procurer, en tout cas, c'est vraiment une très très bonne idée. Et ça plaît aux enfants et puis ça peut plaire aussi si vous faites une assise spirituelle entre sœurs ou même en famille. Je pense que pour celles qui sont pas arabophones, c'est très intéressant. Voilà. Donc avant de conclure, merci à Malika, barakallahu fik, d'avoir accepté l'invitation. Merci aux sponsors, merci Kerima, merci moi, merci tout le monde en fait. On est plein de gratitude pour tout le monde. Et vous n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, mettre 5 étoiles
Ça, c'est le minimum requis. Donc sur Spotify ou voilà, il y a que Spotify. En fait, je retiens pas les plateformes, mais bon, les plateformes de podcast. Et puis donc on se voit dans un mois pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, essayez de lire au moins un tout petit peu, une petite action vers la lecture, Inch'Allah. Et avant de conclure, Et Kerima, la citation. Donc la citation de cet épisode, c'est une citation de Victor Hugo qui dit: le poète est un monde enfermé dans un homme. Le poète est un monde enfermé dans un homme. On vous laisse sur cette méditation. Oui, exactement. À bientôt, Inch'Allah. Merci, Anna. Merci pour votre écoute. Salam. Salam alaikum.